Bonjour à tous et bienvenue à cette 10e table ronde et deuxième sur le secteur agricole et alimentaire. Alors pour ceux qui étaient à la session d'avant, il a plutôt été question de consommateurs et de comment changer les pratiques alimentaires. Là, on va remonter un peu ou plutôt descendre dans la chaîne alimentaire pour faire un focus sur la production agricole et les agriculteurs. Et donc, notre table ronde a pour titre « Transition agroécologique, est-ce une chance pour les agriculteurs ?» Et donc, autour de cette table ronde virtuelle, nous avons Dominique Potier, député de la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle, Julien Fausse, directeur adjoint développement durable à France Stratégie, Christian Couturier, directeur de Solagro, et Édouard Lancrier, manager innovation territoire et environnement à AgroSolutions, filiale d'Invivo. Peut-être avant de passer la parole, juste rappeler 2-3 éléments de contexte pour introduire cette table ronde. Alors déjà rappeler que le secteur agricole, c'est à l'heure actuelle à peu près 1/5 des émissions au niveau national, un peu plus quand on rajoute l'aval. C'est un secteur qui est voué à peser plus les prochaines années du fait d'un certain nombre d'émissions incompressibles. Néanmoins, comme pour l'ensemble des secteurs, les ambitions climatiques sont très importantes pour ce secteur et vont nécessiter des transformations profondes. Alors, pour rappeler juste quelques éléments, au niveau national, la stratégie nationale bas carbone prévoit une division par 2 des émissions agricoles, donc méthane et protoxyde d'azote principalement. Elle prévoit également que les sols agricoles passent d'émetteurs nets qui sont à l'heure actuelle à stockeurs nets, notamment en augmentant les intercultures et l'agroforesterie à la fois intra- et extra-parcellaire. Elle prévoit aussi que le secteur agricole fournisse davantage de biomasse énergie, de biomasse matériaux pour aider les autres secteurs à se décarboner. Donc ça, c'est au niveau national. Au niveau européen aussi, de grandes ambitions avec la Commission qui a proposé un objectif de neutralité carbone pour 2035 pour le secteur affolu, donc à la fois le secteur agricole et le secteur forestier. Et donc, comme je le disais, ça va nécessiter des transformations importantes à la fois de la production agricole et de la consommation alimentaire qui a été évoquée dans la session précédente, avec moins de viande et donc une baisse du cheptel, avec le développement de nouvelles filières de qualité, de légumineuses qui vont s'imposer. Et donc, plusieurs questions se posent. Déjà, une fois qu'on a ces objectifs chiffrés, en fait, on peut se demander quelle sera la trajectoire en fait, de transformation pour le secteur agricole, combien ça va coûter, qui va financer, est-ce qu'il y a besoin de trouver de nouvelles sources de financement ou réorienter les financements actuels. Et en d'autres termes, on peut peut-être reformuler la table ronde en transition agroécologique, sous quelles conditions ça pourrait être une opportunité pour les agriculteurs. Et donc, je vais laisser pour entamer ces discussions peut-être la parole à Dominique Potier, peut-être pour recadrer aussi la discussion sur ce qu'on entend par transition agroécologique, et peut-être rappeler que, en particulier pour le secteur agricole, l'enjeu climatique est vraiment un enjeu parmi d'autres et qu'il ne faut pas oublier les autres enjeux. Oui, tout à fait, Claudine. Et merci pour l'introduction. Moi, je vais essayer de leur donner un petit peu quelques repères pour cette table ronde. Je crois qu'on n'en est pas, aujourd'hui, on s'était mis d'accord là-dessus, à se dire faut-il ou non l'agroécologie. Je pense que désormais, la révolution culturelle est établie. Il y a 10 ans, il y avait une controverse sur la pertinence de l'agroécologie. Tout un travail a été fait par le terrain, par le monde paysan lui-même, par les citoyens, par les ONG, par les institutions, par les pouvoirs politiques. Et désormais, l'agroécologie est considérée comme l'horizon politique et pratique de l'agriculture. La question, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions et on peut de véritables controverses sur les questions de la place des productions animales, de la place de ce qu'on doit produire ici et ailleurs sur la planète, de la place de la production d'énergie par rapport à la production alimentaire, restent des questions qui sont encore ouvertes aujourd'hui, comme le recours à certaines biotechnologies qui font l'objet de controverses. Donc c'est plus sur les modalités de cette transition écologique que nous allons être amenés à échanger à partir de savoirs et d'expériences dans leur diversité. On va croiser donc des regards, celles de l'ONG, celles d'institutions gouvernementales et celles du monde économique représenté par InVivo. Et c'est un exercice qui peut être extrêmement intéressant. Moi, cet exercice-là, j'ai eu la chance de présider une des tables rondes des stages généraux de l'alimentation et une des conclusions
avec un certain consensus, des dizaines d'heures de travail à 70 personnes, on a réussi à se mettre d'accord sur des grands principes. Et j'espère qu'aujourd'hui, on va être capable d'être d'accord sur nos désaccords, d'éclairer tous ceux qui nous suivent aujourd'hui et de mesurer comment, Claudine le pointait, on ne peut pas, dans le monde agricole, être uniquement obsédé par la question carbone. C'est un peu la dominante aujourd'hui, parce que la question carbone est en train de devenir surdominante dans le débat agricole. Elle peut être le prétexte à la continuité de pratiques qui sont par ailleurs dévastatrices sur le plan de la biodiversité, qui ne répondent pas au cahier des charges humanistes de nourrir l'humanité en 2050 avec 10 milliards d'individus. Donc c'est bien dans une approche globale que nous devons nous situer, comment l'agriculture contribue, réussit le pari de nourrir 10 milliards d'habitants en 2050. Les études Agrimonde nous disent que c'est possible. Il faut moins gaspiller, il faut changer les régimes alimentaires, il faut un commerce équitable pour reconnecter les campagnes et les villes, et notamment dans les pays du Sud. Il faut établir un commerce équitable, un juste échange. Tout ça, il faut des paysans nombreux. Il faut utiliser toutes les terres du monde, il faut des solutions agroécologiques partout. Tout ça, on le sait. Et maintenant, on va regarder un peu ce qui coince et où il y a des tensions. Et ça, on va le savoir en écoutant les uns et les autres. Moi, j'insiste bien sur le fait que, et ça, c'est Christian Huyck de l'INRAE qui me l'avait appris, chaque fois que quelqu'un te dit la solution, c'est le carbone, ou la solution, c'est la biodiversité, ou la solution, c'est ça, il ment. Parce que la science du vivant et l'écologie humaniste que nous voulons défendre, elle suppose de tenir ensemble l'objectif de sécurité alimentaire, c'est la première mission de l'agriculture, la préservation des capacités à générer la vie et à produire de l'alimentation pour demain. C'est le rapport à l'eau, le rapport à la biodiversité, à la qualité des sols, à la santé des sols. Et c'est une solidarité planétaire, parce qu'on ne peut pas penser ça à l'échelle française. On doit au minimum le penser dans une acception européenne, voire mondiale. Et il y a une bonne nouvelle, c'est cette pensée autour d'une seule santé qui est en train de progresser dans l'opinion publique, qui est une nouvelle révolution culturelle. Pour moi, c'est un peu le nouveau mot qui peut porter l'agroécologie et plus largement le développement soutenable. C'est cette idée que santé des sols, santé des végétaux, santé des animaux et santé des hommes sont un seul et même combat et que nous devons tout tenir ensemble. Ça suppose des choix politiques courageux et on va les évaluer dans la conversation que nous allons ouvrir. Merci pour cette introduction. Et en parlant de choix politiques, ça tombe bien. Peut-être que je peux rebondir là-dessus en laissant la parole à Julien Fausse, en posant peut-être cette première question sur, on voit que les ambitions sont importantes et pas que sur le climat. Est-ce que selon vous, les politiques publiques à l'heure actuelle sont alignées avec ces objectifs et quelles recommandations ou quelles idées on pourrait avoir pour les rendre plus alignés avec l'ambition qu'on se fixe? Bonjour, alors merci d'abord de cette invitation. Je ne vais pas redire ce qu'a dit Dominique Potier, mais c'est tout à fait central ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de réfléchir avec des logiques en silo, le climat d'un côté, la biodiversité de l'autre, les autres types de pollution qui concernent le secteur agricole d'autre part. Il faut penser système alimentaire. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à France Stratégie dans plusieurs rapports qui portaient sur la transition écologique et la transition agroécologique. Il y a un rapport qu'on a remis la semaine dernière à l'Assemblée nationale sur l'évaluation de la politique de l'alimentation. On recommande de sortir de ces approches en silo, en tuyau d'orgue, pour avoir vraiment une vision très transversale et très globale des choses. Et c'est aussi ce qu'on a essayé de proposer en 2019 dans un rapport qui portait sur la réforme de la politique agricole commune. On ne peut pas avoir de transition agroécologique s'il n'y a pas de mobilisation de la PAC, qui constitue la principale source de financement du secteur agricole au niveau national et qui constitue le principal déterminant de la structure même de notre système alimentaire. La PAC, c'est plus de 9 milliards d'euros par an. La PAC, c'est pour un grand nombre d'agriculteurs l'élément qui permet d'équilibrer les revenus d'exploitation, très majoritairement. Et donc, si on essaye de réorienter cette PAC vers l'agroécologie, on peut espérer avoir une transition d'envergure et suffisamment rapide pour atteindre les différents objectifs qu'on s'est assignés, notamment en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est sur cette base-là qu'on a essayé de réfléchir en 2019 à une sorte de PAC idéale, entre guillemets.
On est parti d'une feuille blanche, on s'est dit quels sont les grands concepts qu'on peut mettre en œuvre pour réfléchir à cette PAC idéale, centrée sur la transition agroécologique. Ensuite, on voit ce qu'on peut porter dans le cadre des négociations qui étaient en cours au niveau national et au niveau européen. Donc, les grands principes, c'est les principes de l'économie publique qu'on a retenus, faire de la PAC un instrument pour rémunérer les services rendus par l'agriculture à la société, notamment les services environnementaux. On applique le principe pollueur-payeur pour réduire les externalités négatives, pour réduire les impacts de l'agriculture sur l'environnement. Et on utilise le produit des taxes que l'on propose pour financer la transition agroécologique et pour avoir encore plus de budget pour que ce qui existe aujourd'hui avec le budget européen, pour vraiment accélérer la transition. Concrètement, ça se traduit par un ensemble de bonus-malus, c'est-à-dire en fait d'aides qui sont vraiment ajustées au niveau de production, au niveau de pollution entre guillemets des exploitations agricoles, bonus-malus sur les prairies permanentes. Plus on développe ces prairies permanentes, plus on les fait durer dans le temps, plus on a d'aides publiques. À l'inverse, si on retourne des prairies, bien on a moins d'aides. On applique comme ça ce principe avec des bonus-malus aussi sur la consommation de pesticides, la consommation d'engrais, sur le chargement des prairies permanentes pour les élevages. Et tout ça conduit, lorsqu'on modélise tous ces bonus-malus qu'on a proposés, tous ces systèmes de taxation qu'on a proposés, à avoir en fait une PAC vraiment réorientée vers l'extensification de l'élevage. Donc un élevage moins intensif qui va moins reposer sur des importations d'aliments pour animaux qui viennent de l'autre bout de la planète, des dispositifs d'aide qui vont bénéficier aux modes de production agroécologique bio plus fortement qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et puis on a aussi des dispositifs d'aide dans ce à quoi on a réfléchi qui vont financer plus massivement l'emploi agricole, parce que ça c'est quand même un déterminant important de la transition agroécologique. Qui dit transition dit généralement plus de mécanisation, plus de besoin de main-d'œuvre, moins de mécanisation, pardon, plus de main-d'œuvre. Et donc, ça implique d'avoir des aides publiques ajustées pour soutenir cet élan. Et ça permet aussi de lutter contre l'érosion des populations agricoles qu'on connaît en France et partout en Europe depuis les années 60-70, avec une accentuation ces dernières années du départ en retraite d'un grand nombre d'agriculteurs. Donc voilà ce à quoi on a réfléchi. Ça permettait d'avoir une PAC idéale avec donc ces dispositifs de bonus-malus tournés vers la transition agroécologique, dont un certain nombre des outils qu'on a proposés auraient pu nourrir le plan stratégique national qui a été mis en œuvre, qui est en cours de discussion, d'arbitrage au niveau national. Ça n'a pas été totalement le cas, on va le dire comme ça, mais on avait fourni un certain nombre d'outils ou d'instruments qui auraient sans doute permis d'accentuer la transition, en tout cas de réorienter plus fortement la PAC vers la transition agroécologique. Voilà ce que je pouvais dire très rapidement en 5 minutes sur ce rapport qui est en ligne sur le site de France Stratégie avec tous les autres rapports qu'on a pu produire sur ces questions. Merci Julien, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans les discussions dans tous les cas. Alors, vous avez parlé des bonus-malus pour les prairies. Une question que je pourrais poser à Christian Couturier, on l'a vu, qu'il y a un des leviers évidents et incontournables, c'est la réduction de la consommation de viande et la baisse du cheptel. Est-ce que selon vous, en fait, la transition côté élevage est suffisamment accompagnée et quel dispositif on pourrait imaginer, peut-être avec une différenciation par région pour mieux accompagner cette transformation du secteur de l'élevage. Et je pose tout de suite peut-être une deuxième question pour condenser un peu mon temps de parole. On parle d'opportunités, quelle opportunité pour les agriculteurs? On a parlé de PSE. Vous, qu'est-ce que vous voyez comme nouvelle source de revenus en fait pour les agriculteurs? Quelles pourraient être justement ces opportunités pour ces derniers? Bonjour, je voulais vous remercier à mon tour pour l'invitation et dire que pour l'instant, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment. Donc, on n'a pas encore exprimé de désaccord, mais ça viendra peut-être.
notamment sur le côté démarche systémique. Dans les travaux qu'on mène, nous, à Solagro, on a réalisé des scénarios donc After 2050, à l'horizon 2050, on intègre les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation couplés au scénario négawatt pour intégrer le secteur de l'énergie. Là, on a un nouveau scénario qui va traiter la question des matériaux. Et puis, on a toutes les dimensions environnementales, mais aussi sociales, économiques, etc. Donc, je voulais souligner à nouveau l'importance d'une démarche systémique pour intégrer l'ensemble de ces composantes. Alors, j'ai à mon tour aussi rappelé quelques chiffres pour cibler les enjeux. Le budget carbone, selon la SNBC, on doit diminuer à 4 tonnes équivalent CO2 par personne d'ici 2030 et à peine plus d'1 tonne d'ici 2050. Pour donner un ordre de grandeur, le régime alimentaire des Français, aujourd'hui, c'est 1,5 tonnes équivalent CO2 au stade de la production agricole et donc 80% de produits animaux. Donc, si on veut respecter notre budget carbone, il faudra forcément combiner des actions à la fois sur l'offre, sur la demande. Il faudra à la fois des progrès dans la production agricole et une évolution des régimes alimentaires. Je pense que ça a été l'objet de la table ronde précédente. Et tous les travaux scientifiques qui sont menés à toutes les échelles indiquent que plus un régime est végétalisé, plus les émissions de gaz à effet de serre diminuent. On peut aller jusqu'à diviser par 3, mais on ne va pas tous devenir végétarien et l'effort raisonnable qu'on peut envisager, ça serait de diviser par 2 les protéines animales, ce qui permettrait de diviser par 1,5 les émissions de gaz à effet de serre qui sont associées. On peut aussi s'attendre à un facteur de réduction d'1,5 au stade de la production agricole, en jouant par exemple sur la fertilisation et tout ce qui a été indiqué précédemment. C'est comme ça qu'on peut espérer diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, ce qui est l'objectif effectivement de la stratégie nationale bas carbone. Et il ne suffit pas de poser des ordres de grandeur, parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe et tous les indicateurs ne vont pas dans le même sens. Il faut donc des arbitrages, il faut travailler dans la nuance et la précision, il faut trouver des compromis entre les questions de climat, de biodiversité, d'alimentation, mais aussi de paysage, de culture, etc. Donc, si on prend l'élevage bovin, par exemple, c'est la principale source de méthane en France. En même temps, les ruminants permettent de conserver des prairies naturelles qui sont riches en biodiversité, qui stockent du carbone. Mais les bovins, c'est aussi de l'ensilage de maïs et du soja brésilien. Alors, il faut savoir que pour 4 hectares de prairies naturelles, il faut mobiliser en plus en France 3 hectares de terres arables pour l'ensilage et les concentrer. Et c'est des terres arables qui pourraient être utilisées pour fournir directement des protéines végétales. Donc, on a bien une question de concurrence directe entre alimentation humaine et alimentation animale. Donc, il y a beaucoup de manières de nourrir les vaches et d'une façon générale de conduire des élevages bovins. Pour nous, l'élevage durable, c'est un élevage où, entre autres critères, on est sur des systèmes herbagés, des systèmes pâturants avec beaucoup moins de céréales qu'aujourd'hui. Donc, c'est un peu le principe du mot d'ordre mieux et moins qui est porté notamment par les ONG. C'est par exemple moins de viande dans les cantines, ce qui permet de dégager des marges de manœuvre budgétaires qui permet d'acheter de la viande de meilleure qualité, la qualité étant au sens nutritionnel, mais aussi au sens environnemental. On rejoint le concept d'une seule santé. Dans le mieux et moins dans ce concept, il faut vraiment travailler sur le moins, parce que le mieux, il est assez consensuel. Tout le monde veut de la qualité, mais le moins, ça l'est pas du tout, parce qu'on vise une réduction du cheptel bovin. La tendance qui est à l'œuvre, c'est une réduction du nombre d'éleveurs, des surfaces de prairies, une spécialisation des territoires. Donc, il faudra prendre des décisions fortes. D'abord pour maintenir l'élevage en zone de montagne, là où on trouve les prairies naturelles, il n'y a pas beaucoup d'alternatives à l'élevage de ruminants. 2, il va falloir accompagner la mutation des régions d'élevage intensif qui sont dépendantes justement beaucoup des terres arables pour nourrir le bétail, et ça concerne notamment le Grand Ouest, la Bretagne et les Pays de Loire. 3, il va falloir remettre de la production de lait dans l'ouest du Massif central où on a des prairies, mais où on a uniquement des vaches à viande.
Et donc, il va falloir trouver des solutions pour ça. Et donc, d'une façon générale, parmi les pistes de solutions, il va falloir articuler, comme disait Julien Fausse, des systèmes d'incitation qui permettent de rémunérer les aménités environnementales, et puis, donc, comme les paiements pour services environnementaux, et puis des systèmes de désincitation comme la taxation de l'azote et des produits phytosanitaires. Et en fait, il ne faut pas hésiter à mobiliser tout le panel des mécanismes qui permettent de piloter les politiques publiques jusqu'aux interdictions et aux obligations sans s'interdire aucun des mécanismes. Alors, il faudra aussi diversifier les services rendus par l'agriculture. Quand on parle de climat dans le monde agricole, on ne commence pas par, contrairement à ce que j'ai fait à parler de réduction des cheptels et des émissions de méthane. Il y a d'abord des questions de vulnérabilité, d'adaptation qu'il va falloir engager. Il y a ensuite la question de la production. Souvent, les agriculteurs se qualifient de producteurs et donc ils peuvent produire des biens et des services qui correspondent aux attentes sociétales d'aujourd'hui, notamment production d'énergie renouvelable avec la méthanisation, le bois de haies, etc. Le stockage du carbone avec là aussi les haies, l'agroforesterie, les cultures intermédiaires. Et puis pour terminer, il va falloir aussi éviter un certain nombre d'écueils, alors que ça concerne toutes ces filières, que ce soit la méthanisation, que ce soit le stockage de carbone. Il faut s'assurer que ces projets participent bien à la transition écologique, donc dans toutes ces compositions, toutes ces composantes, ces dimensions environnementales, énergétiques et climatiques. Et on sait le faire. Il existe des labels, donc le label EHEA, par exemple, qui a été sorti il y a 2 ans, je crois. Et puis, il y a tout ce qui concerne l'étiquetage environnemental. En matière agricole, l'étiquetage environnemental, c'est particulièrement complexe. Et si on adopte une vision exclusivement climato-centrée, on peut perdre de vue les enjeux en termes de biodiversité, qui sont pourtant tout aussi importants que les enjeux climatiques. Merci Christian. Donc ça a été dit et redit, il y a besoin de désiloter et d'avoir une vision systémique des différents enjeux, mais il y a aussi besoin de diversifier les échelles qu'on garde. Enfin, il faut à la fois agencer les transformations au niveau de l'exploitation, au niveau du territoire et au niveau des filières. C'est pas forcément toujours évident. Édouard Lancrier, je ne sais pas quelle est votre vision par rapport à ça, peut-être d'ailleurs en réaction avec cette question des PSE et en particulier la question de la rémunération du carbone, où on voit qu'il y a des démarches plutôt avec une approche territoire-exploitation, avec le label bas carbone par exemple, qui se mettent en place, et des démarches plutôt menées par les filières à côté. Quel est le conseil que vous pouvez faire par rapport à ça et comment réconcilier ces différentes échelles? Oui, bonjour à tous. Alors en effet, donc merci pour l'invitation. Édouard Lancrier, donc je travaille chez AgroSolutions, qui est un bureau d'expertise conseil en agronomie et environnement, fortement spécialisé entre autres sur la question du carbone. On a rédigé la majeure partie des méthodes agricoles validées ou en cours de validation au label bas carbone, dont entre autres la méthode grande culture qui a été validée en août dernier avec les instituts techniques, en particulier Arvalis et Terrinovia. Et donc cette question du carbone qui est au cœur de toutes les questions et qui a suscité un espèce de vent de fièvre du carbone dans les campagnes françaises depuis l'année dernière, avec toutes les limites qu'on a exposées et que je partage très largement ici, eh bien nous on s'est attaché à la quantifier, puisque une fois qu'on a eu cette méthode réalisée, eh bien c'est la première fois qu'on a en France une méthode complète pour mesurer la dynamique d'émissions de gaz à effet de serre et de stockage de carbone dans les différents systèmes de culture des sols d'une exploitation agricole. Donc, on a créé un outil qui s'appelle Carbon Extract, qui automatise cette méthode et qui permet de réaliser un diagnostic complet d'exploitation et puis de réaliser tout un tas de simulations de changement de pratique. Et Carbon Extract fournit les résultats en termes de réduction d'émissions possibles, évolution de la dynamique de stockage de carbone dans le sol,
et puis coût de la transition pour l'exploitant agricole, surtout le coût de revient, ainsi qu'une évaluation des différents co-bénéfices qui sont une obligation dans la méthode label bas carbone pour éviter de pondre du carbone juste pour du carbone. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé une cinquantaine d'exploitations en conditions réelles au test de cette méthode, pour lesquelles on a eu une discussion avec les exploitants agricoles afin de décider dans les conditions réelles et réalistes de leur exploitation agricole qu'est-ce qu'ils pourraient adopter comme changement de pratique pour aller vers du bas carbone. On avait grosso modo, malheureusement pas de temps de rentrer dans les détails de cette étude, mais 2 grands types de transitions. Des transitions donc on était tous sur des exploitations grandes cultures en conventionnel. Une bonne partie d'entre eux adoptaient ce qu'on appelle des leviers, donc des changements de pratiques par-ci, par-là. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail des différents changements de pratiques qui permettent de réduire les émissions et de stocker du carbone dans les sols. Il y en a une vingtaine. Les exploitants agricoles choisissent en fonction de ce qu'il convient de mettre en place chez eux. Et donc, on a 2 grands types de catégories. Ceux qui mettent en place quelques leviers sans faire un changement drastique de système. Et puis ceux qui s'orienteraient plutôt vers une transition qu'on pourrait qualifier d'agriculture de conservation des sols. Et là, un changement majeur de système d'exploitation qui pourrait être réussi est quand même conditionnel à tout un tas d'hypothèses et de maîtrise du parcours techno-économique par l'exploitant agricole. Ce qu'on constate en termes de résultats, c'est que pour les exploitations de grandes cultures en conventionnel qui adoptent des changements réalistes, on a, si on peut parler de gisement en crédit carbone, quelque chose de beaucoup moins élevé qu'on pourrait espérer au départ, grosso modo entre 0 et 0,5 crédits carbone par hectare et par an. Donc, c'est des tonnes équivalent CO2 réduites ou stockées. Donc, certaines poussent à 1,5, 1,7. C'est très dépendant du contexte, du type de sol, de l'historique de pratique des cultures, du niveau de départ de l'exploitant agricole. Donc, un potentiel quand même plus modéré que prévu, mais surtout un coût de revient beaucoup plus élevé qu'initialement annoncé dans certaines études. Nous, ce qu'on a calculé en conditions réelles, c'est qu'on est plutôt, la majorité des crédits sont au-dessus de 75 € en termes de coût de revient pour l'agriculteur par crédit. Ça, c'est quand on est dans la transition, on va dire un peu modérée. Et alors, on n'a pas assez de résultats pour le qualifier de manière significative à grande échelle, mais il semblerait qu'il y ait quelques exploitations agricoles qui, lorsqu'elles font une transition vers de l'agriculture dite de conservation dans des conditions maîtrisées, peuvent, dans ces cas-là, en général, elles sont bien plus efficaces pour surtout stocker du carbone. Un autre élément, c'est qu'en général, on a une opposition entre la réduction d'émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone. Mais bon, là non plus, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Mais donc, les exploitations qui réussissent une transition vers une agriculture dite de conservation, elles réduisent leurs charges, elles stockent un nombre plus significatif de quantité de carbone, donc elles produisent plus de crédit carbone, et elles ont un coût de revient, du coup, parfois négatif, du coût du crédit. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on veut extrapoler à l'échelle de l'ensemble du territoire cette transition, les investissements, c'est pas tant dans les exploitations agricoles qui vont être réalisées, même s'il y en aura, mais c'est surtout dans les territoires, parce que les exploitations, pour réaliser cette transition vers l'agriculture de conservation, théoriquement, elles peuvent le réaliser. En réalité, ça dépend de l'existence d'outils de filière pour transformer des nouvelles cultures. Parce que quand on réalise ce type de transition, en général, on commence par allonger la rotation, par diversifier les cultures. On ne va plus cultiver la même chose. Une culture, c'est une capacité à produire, une manière de produire, et c'est aussi l'existence sur le territoire d'outils de transformation. On veut produire du lin, on veut produire du chanvre, on veut produire du pois protéagineux. Eh bien, il y a des agriculteurs dans différents endroits du territoire qui peuvent les produire, mais qui ne peuvent pas les valoriser. Donc, voilà, si on met tout ça en perspective avec les annonces de la Commission européenne et de nos décideurs politiques, en particulier l'objectif d'atteindre la neutralité climatique en 2035, nous, pour le moment, ça nous semble théoriquement très compliqué. Il faudra un minimum, en plus de tous ces changements de pratique, mettre en place les mécanismes qui permettent de stocker du carbone dans la biomasse aérienne, donc avoir un recours massif à l'agroforesterie et à l'implantation de haies, ce qui par ailleurs est très bon pour la biodiversité, donc c'est une très bonne chose. Mais ça engendre des coûts absolument colossaux sur la transformation des exploitations agricoles. Ça engendre des baisses énormes de revenus. Ça nécessite d'accompagner les agriculteurs dans une transition, dans une gestion du risque.
j'ai entendu parler d'un refléchage des aides de la PAC. En fait, on ne parle même pas seulement de refléchage, mais de multiplication par au moins 10 des aides actuellement allouées à la PAC. Si on veut pouvoir accompagner une transition de l'agriculture à l'échelle France sans avoir une casse massive sur la résilience économique des exploitations agricoles. Mais je pense qu'on est dans le bon tempo parce que c'est des annonces qui sont réelles et qui sont faites maintenant pour un objectif à 2035. Mais nous, suite à cette étude, on pousse quand même un énorme point d'alerte sur la mesure qu'il faut prendre du coût de cette transition, pas toujours dans les exploitations, mais parfois dans les territoires, d'un coût partagé, et de la nécessaire articulation d'une politique agricole avec une politique industrielle de territoire et une politique commerciale, parce qu'on n'y échappera pas, on va renchérir le coût de l'agriculture, et c'est totalement acceptable si on implémente un contrôle aux frontières, des taxes, notamment sur l'empreinte carbone, l'empreinte climatique des produits aux frontières, qui sont indispensables si on veut permettre la survie de nos exploitations. Sinon, en même temps que réduire les émissions, on va passer à la trappe la survie des exploitants agricoles. On va délocaliser la pollution, comme on l'a déjà fait sur des filières arboriculture, avec des mesures sur les pesticides qui n'étaient pas coordonnées avec des politiques commerciales. Donc voilà, nécessaire articulation des politiques, à minima agricoles, industrielles et commerciales, et puis pas seulement en France, mais aussi entre tous les pays européens. Et voilà. Et le deuxième grand élément, c'est qu'il faut travailler avec la chaîne de valeur. Si on veut mesurer la performance environnementale, il faut le faire à l'échelle de la rotation et pas uniquement à l'échelle de la culture, dans une approche systémique de l'exploitation. Et ça soulève la question, actuellement, les agriculteurs, ils vendent à des filières, ils peuvent éventuellement toucher ce qu'on appelle des primes de filière pour mettre en place des cahiers des charges plus vertueux. Néanmoins, ils sont pour le moment appliqués culture par culture, avec des filières qui se nourrissent chacune de l'une des cultures de la rotation d'exploitation agricole, sans vision transversale, sans articulation. On a un vrai problème actuellement, et donc nous, on est fortement demandeurs auprès des pouvoirs publics d'un travail de concertation pour que les industries agroalimentaires qui mettent en place ces cahiers des charges plus vertueux, et c'est bienvenu, le fassent déjà en ouvrant leur cahier des charges au public pour s'assurer que ce qu'il y a dedans est bien valide avec des recommandations scientifiques, et puis surtout qu'elles les articulent avec des méthodes et des outils qui sont à une échelle qui approche l'exploitation à l'échelle de la rotation et de toute l'exploitation, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et donc, typiquement, les méthodes que nous rédigeons dans le cadre du label bas carbone sont une approche de l'exploitation sur toute l'exploitation et toute la rotation. Et donc, voilà, on souhaite que les agro-industries puissent articuler leur cahier des charges sur ce type de méthode et d'outils. Voilà un peu pour brosser le panorama général et les conclusions qu'on peut tirer de cette première étude. Merci Édouard. Alors, beaucoup de choses ont été dites et beaucoup de propositions ont été faites. Alors, j'ai entendu l'idée de bonus-malus, de réorienter la rémunération hectare versus à l'actif, s'adapter au contexte des régions pour mieux accompagner la transition de l'élevage, diversifier les sources de revenus, peut-être multiplier par 10 les financements pour la transition agricole, et puis assurer une bonne coordination entre les approches filières et l'approche à l'échelle territoire, exploitation, rotation. Donc, ça fait beaucoup d'éléments dont on pourra discuter, mais peut-être je laisse d'abord Dominique Potier réagir à tout ce qui vient d'être dit et peut-être lancer d'autres discussions encore. Ah, votre micro est coupé. Oui, pardon, je crois que c'est vous qui nous réguliez, pardon. Ouais, donc, c'était passionnant. Merci Christian, Julien et Édouard pour tous les propos. C'était absolument passionnant. Il n'y a pas de controverse évidente. Je vais essayer d'apporter quelques éléments qui peuvent relancer le débat. Tout d'abord, en étant un peu provocant, on n'a pas évoqué deux grandes régulations sans lesquelles, à mon sens, tout le reste est un petit peu de la littérature. La première régulation, c'est celle du marché du foncier. Il y a aujourd'hui une dérégulation du marché du foncier. Les systèmes qui ont été mis en place dans l'après-guerre, dans les ères Pisani, Tanguy-Prigan, etc., sont des systèmes qui aujourd'hui sont fragilisés, et on n'a pas rénové la politique de régulation foncière. Et on a un phénomène d'accaparement des terres, d'agrandissement non maîtrisé, qui est absolument exponentiel. Et malgré les alertes, malgré les essais législatifs, on a un peu bricolé, mais on n'a rien fait de significatif en la matière. Donc le mouvement continue. Et je le dis avec provocation.
dans cette visio, parce qu'on est là pour se dire les choses. On peut se taper sur le ventre parce qu'on aura planté X centaines de kilomètres de haies. Il y a des milliers de kilomètres de haies qui vont être détruits par les phénomènes d'agrandissement. On l'observe en permanence sur les terrains où il y a de l'agrandissement. Donc, plus qu'un plan de relance de plantation de haies, et tant mieux si on en plante et si on les entretient, hein, on aurait dû préserver les agrosystèmes liés à la présence d'agriculteurs nombreux en système de polyculture élevage. C'est aujourd'hui la première victime des phénomènes d'agrandissement, c'est l'accaparement des terres, la végétalisation des systèmes de production, leur simplification. Or, on sait qu'il faut faire le contraire. Donc, s'il n'y a pas de régulation foncière, il n'y a pas d'installation. S'il n'y a pas d'installation, il n'y a pas d'agroécologie. Moi, je pense vraiment que le premier outil de l'agroécologie et des bilans carbone, et des bilans alimentaires, des bilans de biodiversité, c'est une politique d'installation qui est impossible sans régulation foncière. Donc, la justice foncière est la condition sine qua non de l'agroécologie, premièrement. Deuxièmement, on est sur des marchés concurrentiels qui sont libéralisés à l'échelle européenne, même s'il y a quelques instruments qui ont été remusclés dans les négociations de la PAC récentes. Je pense à des organisations communes de marché qui sont ressuscitées. Globalement, les organisations de producteurs, la régulation de marché ont disparu. Les Européens sont concurrents les uns avec les autres. Et nous organisons par les traités transatlantiques des concurrences déloyales avec nos concurrents nord-américains et demain peut-être sud-américains. Et dans ces contextes de concurrence déloyale avec des produits à moindre valeur écologique et sociale, on ne peut pas faire les efforts qui sont décrits là et les réaliser en Europe. Donc, harmoniser, réguler le marché européen et d'autre part, organiser des traités de commerce équitables, loyaux, qui préservent nos communs écologiques et notre droit social sont des priorités absolues. De façon plus pragmatique et plus à notre portée tout de suite, vous avez évoqué beaucoup les questions de certification. Et on évoque les PSE. Pour ma part, et c'est un avis personnel, je ne suis pas fan des systèmes complexes de bonus-malus. Par contre, je crois profondément aux certifications. Or, ces certifications sont aujourd'hui, elles marchent sur des jambes qui sont anciennes. Le label bio, comme la certification HVE, qui est en cours de rénovation, mais c'est une urgence, n'intègre pas la dimension carbone. Et plutôt que de multiplier les labels bas carbone et ceci et cela, etc., et de faire des PSE, il me semble que organiser, comme nous l'avions proposé aux États généraux de l'alimentation, à un horizon 2030 avec deux tiers, en 2030, 2 tiers de l'agriculture en bio et en HVE, j'ai envie de dire 62 tiers en HVE, dont la moitié en bio, on pourrait le considérer comme ça, c'est provoquer une véritable révolution dès lors que les labels bio et HVE intégreraient des cahiers des charges plus performants et intégreraient notamment la dimension carbone à côté des dimensions de biodiversité et d'autres acquis environnementaux. Donc moi, je crois profondément, à cause de la maturité culturelle de nos concitoyens, des classes moyennes européennes et de classes émergentes dans le monde, qu'un agroalimentaire fondé sur des certifications à haute valeur ajoutée environnementale intégrant le carbone sont plus performantes que d'intégrer. Autrement dit, je préférais que la PAC récompense des obligations de moyens et de résultats qu'un cahier des charges techno mis en œuvre de façon pragmatique et non pas globale et systémique par les agriculteurs eux-mêmes. J'ai beaucoup apprécié dans ce qu'a dit Édouard la dimension filière-territoire. La mutation d'une exploitation se heurte très rapidement à la question des débouchés. Un seul exemple, il apparaît que non seulement la mosaïque paysagère est un instrument extraordinaire, et on n'a pas osé aller au bout, mais l'hypothèse posée par l'INRAE que des surfaces de parcelles moyennes de 4 hectares, une même parcelle de 20 hectares décomposée en 5 parcelles par exemple, conduites de manière mécanique performante, mais décomposées sur des variétés différentes, apportait une capacité de résilience et d'affranchissement de la phytopharmacie qui était fabuleuse. On découvre aujourd'hui que les méthodes d'association de plusieurs espèces et variétés sur la même parcelle est une manière de résister au changement climatique, mais également d'obtenir des rendements et des résultats importants. Mais tout ça n'est pas possible s'il n'y a pas derrière des filières capables d'organiser le tri de la récolte et de trouver une vocation à chacune des graines qui est récoltée sur un même champ. Donc ça suppose un outil agro-industriel reterritorialisé, adapté, une mutation de l'outil sans laquelle, rapidement, les paysans sont démunis devant l'absence de débouchés de ce qu'ils ont pu récolter et de ce qu'ils sont incapables de trier individuellement. Ce n'était qu'un exemple, on pourrait trouver les mêmes dans la production animale.
Vous avez évoqué le lien de l'exploitation et du territoire. Vous signalez que sur le territoire que j'anime, où je suis investi dans un contrat de transition écologique, on réfléchit avec l'INRAE de Colmar à un instrument de mesure, non pas de l'exploitation, mais d'un territoire donné, pour voir comment les mutations des sols agricoles préparent un prix de l'eau plus ou moins élevé à 10 ans pour les ménages les plus fragiles, comment cette organisation du territoire génère ou non une valeur ajoutée créatrice ou non d'emploi, et comment l'organisation des sols du territoire prépare en scénarisation ou non l'augmentation des gaz à effet de serre et les conséquences sur le rendement du mil en Afrique subsaharienne. Donc c'est juste pour dire qu'un instrument pédagogique de mesure des sols et de performance des sols dans toutes ses composantes peut aider la puissance publique locale à gérer son territoire en pensant au prix de l'eau pour les ménages, à la valeur ajoutée, mais aussi aux conséquences au bout du monde. Je voudrais juste relancer peut-être sur la question des énergies renouvelables, qui sont des objets de controverse très violents actuellement sur les territoires. Christian a évoqué des formes de méthanisation. On pourrait évoquer le photovoltaïque au sol, qui est en train, malgré tout, d'essayer de trouver sa place, y compris sur des sols agricoles. On pourrait évoquer d'autres sujets d'énergie renouvelable, mais si on en restait au photovoltaïque et à la question de la méthanisation, on voit bien qu'aujourd'hui, on a des modèles qui, sous prétexte de produire un bilan carbone et de contribuer au mix énergétique, peuvent détruire des systèmes de polyculture élevage, les concurrencer de façon déloyale, accélérer l'accaparement des terres, détruire la biodiversité, avoir un impact nitrate et pollution de l'eau qui sont désastreux. Et là aussi, on manque d'une doctrine capable d'intégrer cette production d'énergie renouvelable dans des cycles vertueux d'économie circulaire, d'agroécologie, employant des technologies moins capitalistiques et plus performantes, etc. Donc, je relance un petit peu sur la question des instruments de mesure d'une politique territoriale, instruments de mesure d'une qualité par les certifications et d'une doctrine manquante sur les énergies renouvelables qui nous fait terriblement défaut aujourd'hui. On a 70 000 fosses à lisier de porcs et de vaches qui produisent du méthane tous les jours et qu'on ne capte pas. Et on est en train de mettre des ressources alimentaires de façon exponentielle dans des méthaniseurs. On marche sur la tête. Merci. Je pense que ça lance bien les discussions. Alors, je ne sais pas, on peut peut-être prendre un peu dans l'ordre. Un des premiers points sur la question du foncier, de l'installation des nouveaux agriculteurs, peut-être aussi ça pose aussi la question de l'attractivité du métier d'éleveur ou d'agriculteur quand on connaît le contexte démographique avec des départs en retraite massifs. Est-ce que ça appelle des réactions sur cette question du foncier, de l'installation des nouveaux agriculteurs, l'attractivité du métier auprès des intervenants? Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole là-dessus. Je ne voudrais pas désigner quelqu'un. Christian, peut-être qui a parlé d'élevage. Je peux intervenir. Après, Julien a fait tout un travail sur l'artificialisation des terres agricoles. Je pense qu'il aura beaucoup de choses à dire. Mais on a théoriquement un objectif de zéro artificialisation nette. Donc ça, c'est dans le plan de biodiversité de 2018, je crois. Sauf qu'on n'a pas de date pour atteindre cet objectif. On a des objectifs de neutralité climatique en 2050. Sur l'objectif zéro artificialisation nette, il n'y a pas. On ne sait pas non plus, d'ailleurs, je crois très bien comment la mesurer. Il y a quand même une pression énorme. Enfin, l'artificialisation, la vente de terres agricoles pour construire, c'est une source de revenus aussi pour le monde agricole, plus exactement les retraités agricoles, qui est aussi extrêmement importante. Donc, il y a des mécanismes financiers qui sont à l'œuvre et qui sont assez gigantesques. Alors, c'est vrai que quand on a des écosystèmes qui marchent, la première chose, c'est de ne pas les détruire. Donc, les haies, on continue à arracher des haies alors on finance des programmes de replantation. Je ne sais plus combien on en détruit tous les ans, mais enfin, on continue quand même à arracher. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de justification, on n'a plus besoin aujourd'hui d'agrandir les parcelles. Et peut-être qu'il faudrait mettre en place aussi des régulations sur la taille des parcelles, interdire d'avoir des parcelles d'un seul tenant avec aucune infrastructure agroécologique qui vienne
la couper en large ou en travers, etc. Et ça, je pense que ça doit être. Alors, ça pourrait être l'objet de bonnes pratiques agroécologiques, volontaires, etc. Ça peut aussi faire l'objet de régulation. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'interdise de recourir à des mécanismes d'obligation ou d'interdiction. C'est parfaitement légitime dans une démocratie. Sur la question aussi de l'installation, alors c'est vrai qu'on a besoin d'agriculteurs. Il y a quand même des systèmes agricoles qui sont très intensifs en emploi, c'est tout ce qui est maraîchage. On importe pas tout à fait la moitié de nos légumes, enfin quand même des quantités importantes. C'est pas des grosses surfaces, par contre, c'est en termes d'emploi, il y a quand même un effet majeur. Ce qu'on ne sait pas très bien, c'est quelle sera l'évolution de la productivité du travail. Quand on avait cherché à évaluer le contenu en emploi d'un scénario comme After, on s'est rendu compte que la productivité du travail dans l'agriculture augmente beaucoup plus vite, enfin historiquement, a augmenté beaucoup plus vite que dans les autres secteurs de l'économie. Et donc, il y a quand même toute cette question par rapport à ça, y compris en maraîchage bio. Nous, quand on voit des maraîchers bio avec des robots de désherbage parce que pénibilité du travail, parce que le coût de la main-d'œuvre, parce que la difficulté à trouver des gens qui veulent faire ce genre de métier, etc. Mais c'est une vraie question qu'on a. Donc, c'est quoi la place de la technologie dans l'avenir de l'agriculture? Est-ce qu'on va continuer à augmenter la productivité du travail, donc à toute chose égale par ailleurs à détruire de l'emploi? Est-ce qu'il faut au contraire diminuer la productivité du travail? Parce que si on veut créer des emplois, c'est aussi une façon d'y arriver. Et si j'ai bien compris ce que disait Édouard, il faudrait multiplier par 10 le montant de la PAC, c'est ça? Pour y arriver? C'est le montant de la PAC dont vous parliez? Oui, le montant de la PAC. Alors, on n'a pas chiffré précisément. On va passer à 80 milliards d'euros, à peu près, c'est ça? Oui, c'est à peu près. Non, alors ce ne sera certainement pas fléché par la PAC. Et ce chiffre n'est pas. Il faut le prendre avec des pincettes. Ce n'est même pas une estimation. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le coût de cette transition, il sera absolument colossal. L'argent, l'argent issu de la finance carbone volontaire sera un confetti dans l'assiette financière à mobiliser pour organiser cette transition. Il y a énormément d'incertitudes. Le coût de la transition est très dépendant du système sociétal construit, de l'agriculture qu'on veut, de la manière dont on la finance. Et selon les transitions alimentaires qu'on a, finalement, toutes ces choses-là peuvent revenir à l'équilibre. Et puis, ce sera probablement surtout un coût de transition à financer, à amortir entre 3, 8, 15 ans selon les exploitations agricoles. Mais à l'échelle de la France, ça fait énormément. Tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que quand on regarde ce qu'il y a comme aide, quand on regarde ce qu'il y a comme montant éligible et récupérable dans la finance carbone volontaire via des crédits carbone, on n'arrive pas à financer la moitié d'un pouillème de la transition d'exploitation. Et que quand on prend un groupe d'exploitation, si on prend le sujet différent, on prend un groupe d'exploitation dans un projet sur un territoire, une centaine d'exploitations agricoles, pour financer le projet d'accompagnement à une transition environnementale incluant du bas carbone, il faut mobiliser au moins tous les crédits carbone qu'on peut aller chercher et vendre entre 40 et 60 euros, qui vont financer 30-40% du coût de cette transition. Ensuite, quand on arrive à obtenir des aides de la région, c'est bien, ça peut financer 30-40% supplémentaires. Et le reste, il faut aller le chercher en prime de filière. Donc, on est juste au b.a.-ba de la construction des modèles économiques de cette transition. Forcément, on est sur des prix élevés puisqu'on cherche à faire bouger des exploitations dans un système qui, lui, n'a pas encore collectivement bougé. Et toute évaluation économique doit se réaliser dans un contexte macro. Donc, voilà, quand le contexte macro a évolué, ce sera peut-être moins difficile. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que la transformation de la morphologie de l'agriculture va être colossale si on veut atteindre la neutralité en 2035. Et derrière, forcément, ses coûts et son équilibre économique. Je crois qu'il y a Julien. Julien, vous voulez réagir? Oui, il y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais réagir. Alors,
Le coût de la transition, il est indiscutable. Le coût de l'inaction, il est aussi magistral, quoi. Alors, je ne sais pas d'où viennent les 80 ou 90 milliards d'euros. Je n'ai pas lu l'étude, mais je redis, si on ne fait rien, si on n'a pas, pour le secteur agricole, une véritable transition qui va à la fois améliorer la résilience au sens économique et environnemental du terme, on court tout droit à la catastrophe, et en tout cas, on court encore plus rapidement à des situations de détresse dans le monde agricole qu'on les connaît aujourd'hui. Voilà, donc je préfère mettre mon énergie dans la démonstration de la nécessité d'avoir une transition agroécologique plutôt que d'expliquer que ça va être compliqué, que ça va coûter cher. Sur la certification, je suis un petit peu moins enthousiaste que Dominique Potier. On avait le fait qu'il y ait une certification, un affichage environnemental multicritère qui englobe à la fois les aspects climat, biodiversité, utilisation d'intrants, que ça oriente et que ça aide les consommateurs vers des choix, vers des modes de consommation plus durables, c'est indiscutable. Après, sur l'instrument même de certification, on avait publié une étude il y a 1 an sur une comparaison sur l'ensemble des labels agroécologiques. On a d'abord des niveaux d'exigence en fonction des labels qui sont très, très, très différents. Et donc, il y a nécessité de mettre au clair un certain nombre de cahiers des charges et de labels pour que le consommateur puisse s'y retrouver clairement. Je pense notamment à HVE, qui est indiscutablement une étape dans l'amélioration des pratiques agricoles, mais dont on montre qu'en fonction de l'option qu'on retient, option A, option B, on a des niveaux d'exigence qui sont quand même très, très différents. Donc, il faut remettre ça à plat. Et puis ensuite, si on a une certification qui peut être coûteuse pour l'agriculteur, sans qu'il y ait de rémunération derrière, ou qu'il y ait de compensation des manques à gagner par des aides de la PAC qui vont bien, dans un certain nombre de cas, c'est absolument pas rentable. Et ce qu'on montrait dans l'étude, c'est que, y compris pour du bio, certaines années, dans certaines filières, on avait quand même un manque à gagner, malgré des prix de rémunération qui étaient relativement élevés. Donc, la certification, la labellisation des productions vertueuses, entre guillemets, c'est indiscutable que ça présente des bénéfices, mais il faut qu'il y ait derrière des politiques d'accompagnement et de financement de la transition qui soient vraiment forts. Et vous pouvez penser que je fais une fixette là-dessus, mais je continue de penser que si on ne repense pas fondamentalement la PAC pour aller vers des modes de production plus durables et puis pour soutenir également les actifs agricoles, on ne s'en sortira pas. Et puis un autre point qui est essentiel dans ce qui a été dit, c'est effectivement le positionnement du marché national et européen par rapport à l'international. Je crois que c'est Edouard qui évoquait une taxe carbone ou un ajustement carbone aux frontières, ce qui sans doute va contribuer à régler certains problèmes, mais il ne faut pas perdre de vue que sur un cycle de vie d'un produit agroalimentaire, c'est 95% qui est lié à la production primaire et le reste au transport. Donc, il faudra voir aussi comment on ajuste cette taxe aux frontières ou comment on utilise ces mécanismes carbone-là pour être sûr que ça a un effet réel sur le prix pour les consommateurs. Et donc, ça pose la question véritablement des grands traités qu'on peut avoir à l'international entre l'Union européenne et les pays tiers, comment on libéralise ou mondialise ou non ces échanges de produits agroalimentaires pour avoir une véritable durabilité et pérennité de notre système alimentaire et agricole. Voilà très rapidement ce que je voulais dire en réaction de tout ce qui a été dit, mais je pense qu'on pourrait tenir plusieurs heures. Effectivement, et je crois qu'il reste 2 minutes. Est-ce que pour ces 2 dernières minutes, quelqu'un qui n'a pas forcément dit tout ce qu'il avait à dire, même si je me dis juste réagir sur la question des énergies renouvelables, parce qu'on a aussi besoin de sortir des énergies fossiles, et les énergies renouvelables sont absolument nécessaires, y compris méthanisation et photovoltaïque, y compris sur terre agricole. Alors, une méthanisation qui s'adosse à un système agricole en agroécologie, ça sera une méthanisation agroécologique. En tout cas, on a les moyens d'utiliser la méthanisation comme un outil qui permet, on l'a montré dans différents travaux, qui permet de participer à la transition agroécologique. Mais la méthanisation est à l'image de l'agriculture. Si vous avez une agriculture qui détruit les écosystèmes, la méthanisation qui sera adossée, il n'y a pas de raison qu'elle y échappe. Mais on a aussi, d'abord, il y a une doctrine de l'État et des pouvoirs publics et des acteurs globalement qui n'est pas de culture alimentaire dans les méthaniseurs, en tout cas est très limitée, que les pratiques généralement le respectent. Nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que souvent dans tous les projets qu'on accompagne, il y a 0 culture alimentaire en Bretagne.
En moyenne, on est à 7%. Et on sait qu'il y a des cas qui sont pas dans ces cas-là, mais s'il y a des chauffards, il faut les sanctionner. Et il faut un code de la route avec des contrôles, avec des radars, avec des interdictions d'exercer. S'il y a des dérives, là, encore une fois, il faut que l'État exerce son rôle, mais globalement, on a besoin d'une méthanisation qui participe à la transition agroécologique. Et ça, on peut en témoigner au quotidien qu'on y arrive très bien avec les agriculteurs qui le veulent. Merci Christian. Je pense que vous aurez le mot de la fin. À moins que Dominique Potier voulait rajouter une dernière chose avant qu'on… Non, c'était très intéressant. On a plus discuté des voies pour y parvenir, mais il y a un relatif accord entre tous ceux qui ont débattu aujourd'hui. On n'est pas tout à fait d'accord sur les voies et comme le disait Julien très justement, on pourrait passer la soirée entre passionnés à évoquer les régulations de la méthanisation, la pertinence des PSE et la réforme des labels. Mais en tout cas, il y a une sorte de détermination. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les scientifiques et les visions d'ensemble qui sont portées sur la planète sont assez convergentes. Il nous faut travailler à une seule santé. Un seul exemple de l'effort à faire, l'étude de l'IDRI qui dit est-ce qu'on peut nourrir sans phyto les Européens et échanger avec le Maghreb à travers la Méditerranée. Ils répondent oui, mais il y a 1 hectare sur 3 dans le bassin parisien qui est avec de l'herbe. C'est une révolution. C'est pour dire la mesure de l'effort, mais en même temps, c'est pas une tragédie. Moi, je considère, avec vous, je crois que c'est une épopée et qu'on peut le faire avec les paysans d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une révolution et 1 heure pour en discuter, c'est pas évident. Désolée pour les frustrations que ça génère, mais en tout cas, merci à tous pour votre participation et vos éclairages. Et je crois qu'on doit rendre l'antenne pour passer à la table ronde suivante qui parlera de gastronomie et comment elle devra s'adapter à la transition écologique. Merci encore à tous. Salut. Merci à Anthony. Merci Anthony Salier.